Salam, salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois avec Willou, ça fait longtemps franchement mon gars que je t'ai pas vu. D'ailleurs en passant rapidement avant de te donner la parole, j'étais en réflexion aujourd'hui et je me suis dit on est le 13 juillet, il me semble je pense que la première vidéo que tu as publiée il y a un an c'était un 13 juillet. C'est vrai. Le Koulibaly à Mais Chelsea, non. il me semble. Incroyable. Ouais, Incroyable. non, je te dis, c'était un 13 juillet donc tu vois, donc date Eh de ben, reprise. ouais, c'est beau. Ouais, Date de reprise, c'est devenu une date officielle de reprise maintenant le 13 juillet. c'est notre date d'anniversaire, écoute, pour le lancement de l'émission. Et oui, saison 2 qui reprend aujourd'hui. Et non, mec, ça fait trop kiffer. Je pense que t'as passé de bonnes vacances de ce que j'ai vu. Et moi aussi, même si ça fait plaisir d'être de retour aux affaires, on a plein de choses dont on va discuter. Et je vais dire, j'adore le sujet que t'as choisi aujourd'hui. Parce que souvent, on parle du présent, du futur, on se projette. Et puis après, vite, on oublie, on tourne la page. Là, c'est l'opportunité de, voilà, on reprend tout le monde par le col. Et on vérifie ce qui a été bien fait, moins bien fait, très mal fait l'été dernier. Je pense que ça arrive à pic en plus avec ce mercato. Donc, trop hâte. Non, c'est vrai, tout à fait. En fait, j'étais en train de me poser et je me suis dit, écoute, on est en plein mercato, tout le monde est en train de stresser parce que voilà, il faut renforcer son effectif et tout. Il y a des gros montants qui ont été dépensés encore une fois. On dit qu'Arsenal a dépensé au-dessus de 100 millions pour Declan Rice, c'est beaucoup trop d'argent. Peut-être que City va poser 100 millions sur Guardiola, etc. Ouais. Encore une fois, des gros montants. Mais juste il y a 12 mois, il y avait les mêmes montants. Il y a des gars sur qui on a posé 100 millions, ils n'ont rien foutu. En fait, le problème, il est là. C'est que, en fait, on peut pas chaque année, nous aussi, venir accepter des montants à gauche et à droite et ne pas faire, comme tu dis, de rétro-inspection Ouais. ou je ne sais pas moi, ne pas aller voir ce qui s'est passé. C'est le contrôle, Donc, là. du coup, aujourd'hui... Contrôle, Non, c'est ça, c'est exactement. Donc, aujourd'hui, on va s'amuser à regarder le top 10 en fait des joueurs qui ont coûté le plus cher à l'été passé, le mercato passé en 2022. Ouais. Le top 10 des joueurs qui ont coûté le plus cher. On va y aller en vrac, on va regarder calmement et on va se poser certaines questions. On va commencer d'abord par les gars qui ont été les plus chers, Ouais. déjà. J'ai envie de commencer, Anthony. Anthony a quitté l'été passé l'Ajax d'Amsterdam pour Manchester United pour un transfert de 100 millions. Environ, si bonus ou pas bonus, etc., on est environ à 100 millions. La question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que Anthony a rentabilisé sa saison, en fait? Tu vois, 100 millions, c'était beaucoup d'argent. Ouais, bah on commence fort parce que je crois que pour Anthony, le contrôle fiscal, il est pas particulièrement concluant là. Alors, ça reste un joueur qui a apporté peut-être la hargne, l'envie, quelque chose, voilà, d'un peu tempéramental dont avait besoin l'United d'Eric Ten Hag, un peu guerrier, battant, etc. Mais sur le rendement pur, bon, pour un gars qui a marqué 4 buts et qui a donné 2 passes décisives en Première Ligue sur toute la saison, 100 millions d'euros, c'est vrai que ça fait cher les actions décisives. Je pense aussi, bon, pour avoir pas mal vu Anthony à l'Ajax et cette saison, la saison passée à United, c'est peut-être pas le gars qui semble le mieux adapté au système et à l'animation avec ballon de Manchester United, parce que l'Anthony de l'Ajax, c'est un gars qui était face à des blocs bas constamment, où il fallait manœuvrer, tirer les ficelles et trouver les petites poches d'espace dans un rayon, dans une superficie voilà, de 30 mètres, quoi. Alors qu'à United, c'est beaucoup plus direct, avec Bruno Fernandes en archer qui déclenche les longues obliques. Il faut courir vite, aller vers l'avant, battre son vis-à-vis, prendre la profondeur, trancher. Et Anthony, il n'a pas cette mobilité-là. Il est pas mal sur les petits espaces, sur la première accélération, le premier dribble, et il a un bon jeu de passe aussi. Très bon centre au second poteau, les petits ballons qui coupent, etc. Évidemment, il a la frappe extérieure de surface qui est toujours menaçante face à un bloc bas. Mais par contre, pour aller attaquer les grands espaces, on l'a vu en difficulté, voilà, c'est pas son jeu, quoi. Il a les pattes un peu trop courtes, c'est un petit gabarit. Il n'a pas cette grande mobilité dans les grands espaces, donc pour moi, pour l'instant, la seule raison pour laquelle il a joué autant l'année dernière, je veux dire, si Sancho fait une meilleure saison, je pense qu'Anthony, il perd assez vite sa place. Je pense que même quand tu regardes de l'autre côté ce qu'a fait un Garnacho, ça me semble mieux que ce qu'a fait Anthony, avec pourtant, genre Garnacho, il a joué 4 fois moins de minutes en Première Ligue qu'Anthony, un truc comme ça. Je veux pas être trop définitif, parce que ça se voit qu'Anthony, il a certains points forts qui sont très très forts, mais est-ce que c'est suffisamment équilibré, complet, pour performer en Première Ligue, et est-ce que c'est vraiment adapté à la manière dont joue United? C'est ça mes points d'interrogation. Maintenant, comme avec tous ces gars-là, je pense qu'on va préempter en disant qu'avec une saison seulement, ça reste difficile de juger. Pour beaucoup, la saison d'adaptation,
où tu arrives dans un championnat très différent, avec des exigences différentes, une langue différente pour beaucoup. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, quand tu me dis que Anthony, ça a été le joueur le plus cher, 95, 100 millions d'euros du mercato précédent, ouais, ça semble un peu trop cher. Yeah, 95 millions, 100 millions pour une toupie, franchement, c'était un boy quand même. Il y avait beaucoup d'espoir parce que tu te dis, il fait une saison précédente très bonne et il rejoint un coach qu'il connaît. Donc en fait, c'est un mix que normalement, tu te disais que le risque... Parce que c'est toujours une question de... Parce que là, aujourd'hui, on est là, on évalue, on souhaite à Anthony de faire une bien meilleure saison dès cette année, d'aider Manchester United et tout. Mais bon, c'est juste une question de... Comment on appelle ça, d'attente et de rendement. Donc les attentes étaient là, le rendement a été là. Et si je regarde le confort dans lequel on t'a mis et le risque, tu rejoins Ten Hag. Oui, c'est une nouvelle équipe et tout, mais tu rejoins aussi d'autres gars que tu connais qui sont dans... Comment ça s'appelle, Martinez, tout ça. Normalement, ça devrait aller. Il y a des Brésiliens, Casemiro, et malheureusement, ça n'a pas forcément cliqué dès la première année. Donc voilà, Anthony, 100 millions, on est d'accord que finalement, ça n'a pas marché comme ça devait marcher. Donc, ils ont trop payé. Bah ouais. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. Darwin Nunez. Darwin a pris, Darwin lui aussi, un autre 100 millions. 100 millions, il vient du Benfica. Il fait une très grosse saison la saison d'avant. Franchement, il est excellent. Il n'y a absolument rien à dire. En Ligue des Champions, il joue Liverpool. Il fatigue Liverpool. Donc finalement, on est d'accord que Liverpool met une grosse pièce sur lui. C'est un été aussi où tu perds Sadio Mané. Donc tu t'attends à ce que Liverpool, offensivement parlant, vraiment, ils aillent chercher un boy qui soit capable de ramener un certain rendement de but, parce que tu as un Sadio qui est quand même, je pense qu'il finit meilleur buteur une saison avant ou 2 saisons avant. C'est un gars qui claque énormément de buts en Ligue des Champions et tout. Donc tu as besoin quand même de quelqu'un pour venir soutenir Mohamed Salah. Et Darwin, il arrive et premier match vraiment important, c'est face à Haaland, Manchester City. On se rappelle tous, incroyable franchement. Ce jour-là, on s'arrête arrêt sur image, mais on pensait que Darwin allait tuer le championnat. Ouais, ce jour-là, on pensait pas qu'il allait marquer 9 buts en première ligue et Haaland 36, effectivement. Un quart. Ouais, c'est incroyable. Mais franchement, quand j'y ai repensé, j'étais comme, mais quel tocard. J'ai dit, Darwin, franchement, il n'est pas sérieux. Darwin, malheureusement, il s'est blessé. Ça a été difficile. Même la Coupe du Monde, ça a été difficile avec l'Uruguay. Donc voilà, 100 millions finalement, on l'attend cette année. Est-ce que Darwin peut se gérer? Ouais, je veux dire, sur la saison qui est écoulée, 9 buts seulement en Première Ligue, c'est vrai, mais en vrai, il s'est créé beaucoup d'occasions. Je pense que moi, je suis quand même assez optimiste sur Darwin Nunez, déjà parce que je sens Liverpool faire une bonne saison la saison qui arrive. Je pense que l'alchimie, elle va prendre dans une équipe qui est quand même un peu en reconstruction, qui essaye d'enclencher la prochaine phase. C'est pas facile d'arriver dans l'équipe qui est historiquement celle du trio Salah, Mané, Firmino. Il y a un trio qui a été tellement performant pendant tellement d'années, même si c'était moins le cas quand il est arrivé. Évidemment, il arrive pour une raison, parce que Firmino, ok, parce que Mané s'en va. Mais je veux dire, il y avait cette ossature classique clopienne qui était en place depuis un moment. Il est le porte-étendard de la seconde page ou la troisième page, la prochaine étape de ce projet. Et pas facile, malgré tout, dans ce contexte. Quand tu regardes ses chiffres avancés, il n'y a que 9 buts en Première Ligue, mais il y a genre 15 XG, un truc comme ça. Il est un des joueurs, peut-être dans le top 3 avec Havertz et Nketiah, si je me souviens bien, qui a le moins bien converti ses expected goals en but. Donc ça veut dire qu'il a gâché beaucoup d'occasions. Et le test visuel, c'est exactement ça. On a vu Darwin Nunez se procurer pas mal d'occasions dans un Liverpool qui avait quand même des difficultés en général. Et les ratés. Il y avait de gros soucis à la finition. Donc ça, je veux dire, au moins, il se procure les occasions. Et même sur les passes décisives, quand tu regardes ses expected assists, en gros, normalement, en Première Ligue, si ces joueurs, si les gars auxquels il fait la passe convertissent leurs occasions comme un joueur moyen et que lui convertisse ses occasions comme un attaquant moyen, il aurait dû finir la saison à 15 buts, 6 passes D. En Première Ligue, juste en Première Ligue, alors qu'il finit à 9 et 2 ou 9 et 3, un truc comme ça. Donc voilà, moi je vais dire, le secteur offensif de Liverpool, il est en reconstruction. Darwin Nunez, il a de grosses qualités intrinsèques, il est encore jeune, c'est une vraie année d'adaptation, apprendre le système de Liverpool, voilà. Pour lui, moi je suspends mon jugement, genre vraiment. L'année prochaine, par contre, il n'y a plus d'excuses, il va falloir être là. Mais je ne serais pas surpris que Nunez, saison prochaine en Première Ligue, 18... 20, 22 buts en Première Ligue, ça ne m'étonnerait pas du tout.
C'est le rendement attendu, franchement, c'est le minimum, hein, c'est le Minimum, minimum ouais. qu'il doit donner. En plus, il récupère le numéro 9 là. Il récupère Ouais, le numéro exactement. 9, il vient de récupérer. Donc Darwin, voilà, Darwin 9, on va voir ce que ça va donner. C'est s'adapter ou mourir. C'est vraiment, il peut pas mieux porter son nom, quoi. Sincèrement, quoi. Je veux La dire que là, sélection naturelle. il faut pas qu'il se foute de nous, le petit. Et tu as raison, l'année passée, il s'est créé énormément d'occasions. Il a été très, très actif et tout. La chance n'était pas forcément là. C'est vrai que même souvent, je pense qu'il y a Michael Owen à un moment donné qui en parlait, qui était comme c'est pas possible. Le petit, il se met dans des positions, il doit marquer, il marque pas, tu vois. Donc, ça va sûrement venir. Donc, ouais, on attend de voir cette équipe de Liverpool là. Troisième transfert, on descend de la barre des 100 millions. On arrive à 87 millions. Fofana. Fofana qui quitte Leicester pour Chelsea. C'est ça. L'été Lui, on l'a passé. pas assez vu, quoi. Non, parce que moi, je me rappelle d'un Fofana qui est arrivé à Leicester jeune, qui réussit dès le début, en fait, à nous bluffer. Un boy qui, vraiment, tu sens qu'il joue sans complexe, sans aucun problème et tout. Cependant, le boy n'est pas appelé en équipe nationale de France. Je pense que ça le bug un tout petit peu. Il a envie de faire ce prochain step-là. Tu étais à quelques mois de la Coupe du Monde. Tu tentes un transfert qui est pertinent pour ta carrière aussi, quand même, d'aller à Chelsea en te disant ça va te donner une plus grosse vitrine. Et peut-être que là, tu seras appelé en équipe de France, qui sait, et malheureusement tu te blesses. En fait, c'est toujours ces blessures-là qui arrivent mal, qui arrivent à des mauvais moments. Donc Fofana qui s'est blessé, qui malheureusement après ça a été difficile pour lui de s'imposer. Une équipe de Chelsea avec le bordel aussi durant toute l'année passée, il n'y avait pas assez de stabilité pour que mentalement, je pense, quand tu viens d'arriver, tu t'es blessé sur une longue durée, que tu puisses revenir, l'environnement soit propice à ton développement. Donc cette année avec Pochettino, ça peut changer grandement. Donc franchement, moi je m'attends à une bonne saison pour Wesley Fofana, s'il est épargné des blessures. Mais 87 millions, finalement, quand tu y penses, c'était cher payé encore une fois, quoi. Franchement, Chelsea, l'année passée, ils ont distribué les chèques à gauche et à droite. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. En même temps, ils devaient attirer, convaincre. Ils ont utilisé les leviers qu'ils avaient. C'était le levier financier avant tout. Mais c'est vrai que Fofana, voilà, on suspend notre jugement. Même si là, je suis un peu inquiet quand même, parce que c'est pas comme si c'était une blessure isolée. Son genou lui pose souci depuis longtemps. Il a raté les 2 tiers, genre 60% de la saison passée, le début de saison. Il a aussi raté la saison dernière avec Leicester. À Saint-Etienne, il avait raté une quinzaine de matchs aussi pour une blessure au genou. Donc finalement, les saisons sans blessure de Wesley Fofana, même s'il est encore très jeune, elles sont rares. Donc je lui souhaite vraiment de faire un 2023-2024 plein. Et on n'en parle plus. Il s'impose comme un défenseur central référence de Première Ligue. Même pour la France, ce serait cool. Ouais, franchement. Après, en France, il y a tellement de concurrence en équipe nationale que Oui, surtout on au est poste bien, de ça va. défenseur, c'est incroyable. Il y a trop de boys talentueux là-bas. Quand je pense que Saliba était sur le banc, vous n'avez pas respecté mon boy quand même, franchement, notre Salibandi. En tout cas, oui, on a de la matière, ouais. Yeah, ça c'est sûr. Haaland. 85 millions l'été passé en provenance surpayé, déception. Non, franchement, je pense que là, aujourd'hui, si j'avais lu 300 millions, même j'aurais été d'accord. J'aurais lu 300 millions, j'aurais fait oui, il n'y a pas de problème. Oh là là, comment ils ont. Dortmund, ça a été gentil. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette affaire-là? Moi, je ne sais pas. C'était quoi une affaire de clause libératoire? En plus, je crois que sans les bonus, c'est genre 60 ou 55, un truc comme ça, parce que la clause libératoire était trop basse. Bon, en fait, ça, c'est Mino Raiola qui avait super bien, paix à son âme, qui avait super bien négocié la clause, c'est tout. Incroyable. Franchement, 85 millions pour un boy qui vient, qui te fait une première saison sensationnelle, qui est meilleur buteur, je dis bien, mais en plus de ça, tu réussis à faire le triplé, tu gagnes la Ligue des Champions, tu as envie de dire un tout petit peu que peut-être qu'il y a un effet Haaland dans tout ça. Finalement, je veux dire, le transfert a été plus que rentable. En fait, dans la liste de tous les joueurs qu'on a, en tout cas de tous ceux qu'on a passés jusqu'à présent, il n'y a pas un plus rentable qu'Haaland. Et je pense que ça va être difficile à battre. Ouais, c'est sûr. Et City, qui le même été prend Haaland et Julián Alvarez. Enfin, Julián Alvarez, je crois qu'ils avaient conclu le transfert 6 mois plus tôt, mais il arrive cet été-là. Ça va rester comme un été historique. Tu prends ces deux gars-là sur le même été. Très bien, rien à dire, on applaudit. Était bon encore pour quelques années avec lui en attendant de voir c'est quoi le prochain move de sa carrière. Manchester United aussi avait fait un bon transfert, un transfert qui nous avait tous surpris en fait. Ça aussi, tu vois, ça fait partie de ces délires-là. On est aujourd'hui le 13 juillet, mais qui sait ce qui va arriver d'ici le 31 août. Et c'était Casemiro qui en fin de mercato rejoignait Manchester United pour un montant de 85 millions. Donc je pense que c'est les montants avec bonus et puis tout ça. Donc, c'est avec bonus. Donc 85 millions en provenance du Real Madrid, le Real qui avait recruté auparavant Tchouaméni pour 100 millions. Voilà, c'était un transfert qui finalement, j'ai envie de dire, ça a fait un peu de mal au Real Madrid
d'un côté, parce qu'ils avaient peut-être besoin de Casemiro encore une saison pour préparer une certaine transition, encadrer peut-être Tchouaméni et tout, qui a été laissé à lui tout seul en fait dès le début du championnat. Il fallait un numéro 6, il fallait qu'un boy se positionne là-bas. Donc après, ils ont un peu, ils ont essayé de changer Toni Kroos de temps en temps, tout ça, et tout le monde a mis un peu sa main à la pâte. Donc tu as un Real qui a un peu souffert, qui a récupéré de l'argent pour un joueur au-dessus de 30 ans, c'était pas mal aussi. Et tu as un Manchester United qui a récupéré, j'ai envie de dire, une bouffée d'oxygène en fait, parce que Casemiro, il a vraiment été rentable pour Manchester United. Ils avaient besoin de ça. Je pense qu'ils font pas la même saison sans Casemiro. Ouais, c'est clair. Bah, maillon fort, essentiel de leur retour en Ligue des Champions. De cette première année, Erik ten Hag réussi, un titre gagné. Non, franchement, Casemiro, un des vrais bons transferts de l'été dernier, et on n'était pas si nombreux à le penser quand on annonce 70 millions, 85 bonus compris. Je pense qu'à la fin, c'est un transfert qui était bon pour les trois parties. Très bon pour United, bon pour Casemiro qui écrit encore une page de sa légende dans un autre immense club de l'histoire du foot, même vivre un nouveau challenge, un nouveau championnat, la Première Ligue, enfin je pense beau move à faire. Et pour le Real Madrid, c'est sûr que du coup il n'y a pas eu le succès escompté en Liga, en Ligue des Champions, mais peut-être que tu n'attires pas Camavinga et Tchouaméni sans te séparer d'un de tes membres historiques, juste pour leur promettre un petit peu de temps de jeu, sinon ça allait être compliqué. De toute manière, c'est la déconstruction, la dissolution de ce milieu de terrain, il faut commencer à la faire à un moment donné. Donc bon, je pense, c'est vrai, cette année il aurait fait du bien, je pense qu'Casemiro il fait du bien à pas mal d'équipes, dans pas mal de contextes, mais voilà, le Real, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham cet été, ils sont bien armés aussi, quoi. On parle en parlant de Tchouaméni, c'est le prochain sur la liste. Tchouaméni qui quitte Monaco pour 80 millions, qui va au Real Madrid. Ouais, il y a un Tchouaméni avant Coupe du Monde et un Tchouaméni après Coupe du Monde. Tu vois, c'est un peu bizarre, un tout petit peu. J'ai hâte de voir cette année. Déjà, s'il va rester ou pas, parce que j'ai l'impression que on parle de Valverde ou de Tchouaméni. C'est les deux options, j'ai l'impression, qui sont vendables au Real aujourd'hui, et où tu peux récupérer du cash réellement s'ils en ont besoin éventuellement dans des transactions avec Mbappé ou tout ça. Ouais. Mais Tchouaméni, quand il arrive, pour moi, il a été bon. Moi, je me rappelle très bien, pour avoir vu presque tous les matchs du Real, peut-être en avoir raté un ou deux en Liga. Tchouaméni, en début de saison, il a été bon, en fait, pour un boy qui venait d'arriver, qui devait porter les chaussures, je dis bien, de Casemiro dès le début, c'était pas simple. À la Coupe du Monde, il a été très intéressant, franchement, parce que là aussi encore, on attendait à, on se disait, attention, la dernière fois, c'était Kanté et Pogba. Donc, tu vois, dans tous les cas, il y a des comparatifs qui se font. Le boy, il s'est géré. De Tchouaméni dans la même saison. Donc, voilà, on va voir, franchement, un gars qui est capable, pour moi, de s'imposer au Real. Il faut juste qu'il ait un peu plus de... C'est de temps en temps, j'ai vu les fans du Real dans certains forums, ça se plaint, ils jouent peut-être de manière trop safe, ils tentent pas assez, peut-être pas assez d'agressivité, tout ça. Bon, c'est difficile, tu vois, parce qu'on te compare toujours à celui qui était là avant, tu vois. Et si on te compare à Casemiro, ça devient compliqué parce que Casemiro, c'est un méchant, tu vois. Donc, c'est pas tout le monde qui est forcément comme ça sur un terrain de football. Mais il faut qu'il réussisse à trouver son style et à s'imposer dans cette équipe d'Ancelotti parce qu'il y a de la place au milieu de terrain aujourd'hui. Mais c'est clair, mais pour Tchouaméni, je veux dire, c'est super intéressant. Pour moi, c'est un cas d'école de ce que c'est d'arriver au Real Madrid. C'est qu'arriver au Real Madrid, c'est difficile. En vrai, il n'y en a pas beaucoup des gars qui arrivent au Real Madrid et qui réussissent leur première saison. C'est toujours une marche à franchir, c'est toujours un moment d'adaptation. Tu arrives dans un effectif qui est blindé de stars, peu importe combien on t'a payé, peu importe à quel point t'es un gros potentiel. Je veux dire, il y a aussi un monde, la saison prochaine, où Jude Bellingham, il fait 6 mois compliqués. Mais c'est normal, c'est des gars qui sont jeunes. Tchouaméni, il a 23 ans. Je pense que ce serait une erreur pour le Real de s'en séparer là. On a vu à quel point il était talentueux. Il a quand même fait 3000 minutes au Real, 15 titularisations sur toute la saison en bleu. 15 titularisations avec toute sa Coupe du Monde, de A à Z titulaire, même le match contre la Tunisie, il était tellement un pion essentiel. Tchouaméni, ses qualités, elles sautent aux yeux, et c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, je pense, de rentrer dans le moule du Real Madrid et de faire une saison pleine, complète. Je veux dire, il y a un autre Français, sa première saison au Real Madrid, elle n'était pas extraordinaire, derrière il est resté 10 ans et il a pris le Ballon d'Or. Donc je pense qu'il faut un petit peu se calmer, tranquille. Maintenant, en deux, tu continues avec Tchouaméni, avec Valverde, avec Bellingham. Tu as le meilleur milieu de terrain d'Europe et tu continues à construire parce qu'il a le talent et il a la tête pour. Tchouaméni, à chaque fois que tu l'entends en interview, super intelligent. S'il y a un gars qui peut relever ce challenge, c'est lui.
Yeah, et puis finalement, tu vois, effectivement, tu m'as dit un truc pertinent, c'est l'âge en fait. C'est l'âge. Donc finalement, tu te rends compte que, et ça va dans la lignée de ce que fait le Real ces derniers temps, c'est d'aller chercher Ouais. des boys jeunes en se disant, OK, on va tenter le coup et d'ici 2, 3 ans, ça peut marcher, ça peut être solide. Et oui, effectivement, peut-être que le top de Chouamini, il arrive dès cette saison, en fait, Ouais. avec Carlo Ancelotti, encore une fois. Le prochain sur la liste, il m'a déçu. Franchement, je sais pas, en fait, je suis Ah ouais? mitigé. Ouais, mais je comprends pas, il se gère pas, franchement, mon boy là, je dis, c'est 77 millions, tu quittes la Juve, tu vas au Bayern, De Ligt, il y a deux De Ligt là encore une fois. Tu as un De Ligt en deuxième partie de saison, ok, mais tu as un De Ligt en première partie de saison quand il arrive, c'est difficile. Tu as un De Ligt qui perd sa place, je dis bien, en Coupe du Monde au profit de Timber, on en parlait tout à l'heure, qui va arriver à Arsenal. Je sais pas, j'ai l'impression que De Ligt, même déjà à la Juve, c'était pas facile. Je veux dire, il y a quelque chose en fait. Je veux dire, moi je pensais que De Ligt de 2019 là, ça commence à durer. Tu vois ce que je veux dire? Il était à son top Ah. avec cette équipe-là. J'ai l'impression que ça s'est ralenti un tout petit peu. On va Il a voir. bien fini quand même, hein. Il a bien fini la saison. Moi je pense que de ce que j'ai vu des supporters du Bayern en parler, etc., ils sont très contents de leur deuxième partie de saison. Celui qui repousse le tir de Vitinha sur la Oui, ligne là et c'est qui pour fait ça la que j'ai grosse dit deuxième célébration partie de derrière. saison. Ça, je suis Ouais, d'accord. Mais après, mais du c'est-à-dire que coup moi, c'est la dernière. oui, tout à fait. Ça, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il faut espérer qu'il puisse surfer là-dessus. Ouais, Mais c'est-à-dire que moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand il quitte la Juve pour le Bayern à 77 millions l'année passée, moi, je m'attends à ce que De Ligt, il arrive et qu'il a quitté l'Ajax, il est parti en Italie, il a eu l'occasion de performer en Italie. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il a quand même appris, je dis bien, avec des top défenseurs, des gars d'expérience, pas besoin de parler de leur pédigré, des Chiellini, des Bonucci, tout ça. Donc moi, je m'attendais à ce que De Ligt, dès qu'il arrive, pour ce montant-là, qu'il soit performant, mais ça a pris du temps. ça a pris du temps, c'est sûr. Non, mais t'as raison, c'était cher. C'est cher, 80 millions, 77 millions. Mais en même temps, c'est un défenseur central de 23 ans, Yeah, 1m89, true. qui montre de très grandes dispositions athlétiques et en plus, super relanceur pour un club comme le Bayern qui a envie de jouer depuis l'arrière, qui a envie d'être dominant avec ballon. Pour moi, c'est le match parfait. C'est De Ligt au Bayern. C'est le club qu'il aurait. À l'époque, c'était entre Barça et Juve, à l'époque où il quittait l'Ajax. Barça ou Bayern, je pense que c'est nickel sur le style de jeu. Et aujourd'hui, tu as une charnière Upamecano-De Ligt qui est Qui fonctionne bien. top 3 des meilleurs d'Europe. Enfin, je pense qu'avec ça, tu peux voir venir. Donc, non, moi, je pense qu'il a bien fini. Et j'ai pas vu tous les matchs du Bayern, mais de ce qu'on me rapporte, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Et je pense qu'il convient bien niveau style. Il a quand même joué 3500 minutes à la fin, toutes compétitions confondues. Je pense dans un Bayern qui redevient une terreur en Europe, il a vraiment sa place à jouer. Donc ouais, je pense, t'as raison, c'était cher. Mais pour un top défenseur central aussi jeune, ouais, c'est pas mal, je pense. Non, tant qu'il est épargné des blessures et qu'il continue sur le même momentum avec lequel il a fini Ouais. sa saison, c'est vrai, il y a eu des top matchs en Ligue des Champions, ça c'est sûr et certain, on a eu l'occasion de le voir, et même en championnat. Donc ouais, s'il continue sur cette lancée-là, c'est sûr qu'après, tu peux amortir le transfert sur le long terme. Mais ouais, 77 millions, en plus c'est rare que les Allemands ils dépensent autant sur des joueurs, tu vois. C'était Bah, ils avaient fait, ils avaient t'as fait raison, qui? ils avaient fait Lucas Hernandez, mais sinon, 80, c'est ouais, vrai 80 que avant, c'est qui est vrai. leur record, donc Yeah, pas loin de leur record. c'était beaucoup en fait. Je trouvais juste dans ma tête, c'était beaucoup. Ça a pris du temps, mais tant mieux. Il a bien terminé, donc on va voir comment ça va Ouais. évoluer. Un top transfert que j'aurais voulu avoir moi à Arsenal, c'est dommage, je ne l'ai pas eu. J'en avais parlé Isaac. avant, c'était Isaac, qui quitte la Sociedad pour 75 millions pour aller à Newcastle. Lui aussi, ça lui a pris du temps avant de réussir à performer. Il a été blessé, si je ne me trompe pas, mais dès qu'il est revenu, c'était fini en fait. C'était devenu Isaac est injouable. Isaac est vraiment Ouais. fatigant et il rentre vraiment dans la lignée de ces attaquants-là qui collent à Newcastle en fait. Tu vois, des gars qui travaillent en fait, des gars qui savent courir, ils savent presser, ils travaillent, tu peux compter sur eux, ils sont très techniques. Bah voilà, en fait, comme De Ligt, finalement, quand tu vois sa deuxième partie de saison, il n'y a rien à dire en fait. Le boy Ouais, est c'est là ça. pour rester.
Ouais, bah en fait, il a joué une moitié de saison, Ouais. la deuxième, parce qu'il avait cette blessure à la cuisse pendant toute la première Ouais. partie. À la fin, avec 1500 minutes en première ligue, il finit avec 10 buts, 2 passes, dont le moment lumière là qu'on a tous vu traîner sur Twitter avec le maillot de l'Arabie Saoudite là, où il se fait une Benzema contre l'Atlético Ouais. de l'époque, où il dribble tout le monde sur la ligne de 6 mètres. Et juste une très très bonne pioche pour un gars qu'on connaît depuis un moment. À la Real Sociedad, c'était déjà hyper intéressant et c'était le prospect que tout le monde voulait. Newcastle là, s'il continue à progresser, il a quoi? Il a 23 ans, il va avoir 24. Pour un offensif, il a encore de quoi, je pense, grandir, notamment en Première Ligue, au contact de la Première Ligue. Ouais, belle pioche pour Newcastle. Et je pense que pour le coup, là, les 75 millions, ils sont... En plus, pour Newcastle, pour attirer, il faut mettre des gros montants. Donc ouais, je pense que c'est très bien pour eux. Yeah, il faut mettre des gros montants et petit à petit, ils ont mis des montants sur des joueurs stratégiques. Et j'ai l'impression même que finalement, ça donne à ton équipe un air qui rend ça intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir peut-être un certain joueur qui, allez, vas-y, c'est peut-être pas la plus belle ville pour aller vivre en Angleterre et tout. Je te dis, bon, c'est vrai que c'est un grand stade, c'est une équipe mythique et tout ça, mais des fois, tu regardes l'effectif et tu as envie d'être attiré, en fait. Mais là, il commence à avoir un effectif qui est vraiment beau, en fait, un effectif Ah qui ouais, est c'est clair. intéressant, tu vois. Genre, tu vas pas l'air ridicule quand ton capitaine, c'est Kieran Trippier et qu'il va voir Tonali le premier jour pour discuter avec lui. Il fait 2-3 blagues avec la femme, tout ça, en disant, Ouais. ouais, l'acclimatation. Tu regardes ça, tu es comme, On a vu la même vidéo. voilà, Ouais. tu regardes ça, tu es comme, ok, ça va. Franchement, Newcastle, ça va, ils sont là. C'est les petits du top 6, on va dire. Mais voilà, c'est devenu un Big Seven, donc beaucoup de respect. Très beau transfert finalement. Rafinha, qui est parti donc de Leeds, 70 millions, ça a pris du temps celui-là, en fait, pour le Barça. Je l'ai même oublié hier dans ma vidéo, d'ailleurs, le Barça qui avait fait 3 gros transferts, Koundé, Rafinha et puis Lewandowski, payants. Tous les 3 finalement ils ont été pertinents en fait à la fin de la journée et Rafinha ça a été peut-être mitigé, des hauts, des bas, mais dans une saison où il a été un des plus constants, moi j'ai envie de le saluer pour cette première année. Pour être ailier au Barça, c'est pas facile, beaucoup de pression. Je trouve qu'il s'en est sorti, tu vois. C'était peut-être cher payé, mais écoute, que veux-tu, c'est les clubs anglais, il n'y a pas de pitié, hein. Bah écoute, moi j'aime bien le joueur, j'aime bien notamment, même à l'époque j'avais fait une vidéo, le meilleur 11 de Ligue 1 quand il jouait à Rennes, genre le meilleur 11 que je pouvais faire avec 100 millions et tout, et c'était mon titulaire. Je kiffe sa frappe longue distance, je pense qu'il y a plus tant de joueurs qui sont capables de menacer autant extérieur de surface, et il a ça pour lui. Maintenant, là si on parle... Genre pour moi, Rafinha à 40 millions d'euros, c'est une super prise. Rafinha à 70 millions, je suis un peu moins convaincu parce qu'à la fin de la journée, c'est 7 buts en Liga et Champions League confondus. En 41 matchs, 7 buts pour un ailier droit du Barça qui a joué ses 2500 minutes. Hein, donc le temps de jeu, il est là. Pour un ailier droit du Barça, ça me semble pas assez pour 70 millions d'euros. Je pense que tu peux faire meilleur rendement. Et aujourd'hui, ça me semble pas non plus absurde. En plus, pour un gars qui est au même poste que ton meilleur ailier, a priori, Ousmane Dembélé, s'il peut faire une saison pleine. Aujourd'hui, ça me semble pas absurde quand j'entends que si le Barça veut se dégager des liquidités pour financer un transfert à gauche ou à droite, qu'ils envisagent le départ de Rafinha. Je comprends d'où ça vient, parce qu'effectivement... Maintenant, voilà, l'arracher à Leeds, c'était pas facile. Avec la concurrence des clubs de Premier League, c'était pas facile. Mais voilà, 7 buts en 41 matchs pour un ailier droit du Barça qui va avoir 27 ans en décembre, donc qui n'est pas non plus ce potentiel immense. Là, il est censé être à peu près dans la force de l'âge pour un offensif. Bon, c'est ok, mais je trouve que 70, c'est un peu trop. J'avoue que Arsenal a su sortir en fait au bon moment du deal quand j'y repense, parce qu'on était vraiment en concurrence avec le Barça. Ah ouais. C'était chaud, c'était très chaud même. C'était trop sur Ok, Rafinha. C'était trop chaud en fait. Et le boy finalement il a décidé d'aller au Barça. C'est que bon, qu'est-ce que le Barça attire plus. Il a décidé d'aller au Barça avec son agent. Tout ça à un moment donné c'était clair. Rafinha veut le Barça. Donc, nous on était déjà en négociation avec Leeds. Mais ça change en rien sur le fait que effectivement, je suis d'accord avec toi. T'as donné des points très pertinents. L'âge, tout ça, que veux-tu? Ce que je dis au Barça, tu fais avec ce que tu as aujourd'hui, en fait. Tu es obligé de gérer avec ce que surtout quand on voit à quel point ça leur coûte financièrement aujourd'hui dans leur prise de décision, là, sur ce mercato, qu'ils n'ont pas trop les liquidités pour avancer et pour augmenter un peu la qualité offensive de leur secteur, de leur équipe. Bon, après, c'était 58 sans les bonus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu à payer les bonus encore. Si c'est 58, on se rapproche de la somme que je trouve ok. Moi, je dirais, voilà, Rafinha, joueur à 50,
À 70, c'est peut-être un peu trop. Yeah, mais finalement, on va voir en tout cas cette saison s'il reste dans cette équipe-là. Il va falloir qu'il se gère lui aussi. Tu vois, effectivement, sur le côté, tu en as deux. Tu as Rafinha et Dembélé. C'est la tendance côté droit. C'est l'impression que les deux jouent bien quand ils sont côté droit. Donc, si les deux, ils peuvent comment on appelle ça, permuter, qu'il y ait une bonne rotation d'effectifs, ça peut aussi éviter les blessures, d'avoir un côté droit fort. On va voir côté gauche, est-ce que les autres peuvent se gérer. Mais ouais, c'était quand même 70 millions pour Leeds, qui finalement, tu te rends compte quand même, Leeds, 70 millions, ils sont allés en D2. Ouais. Fofana, 87 millions, Leicester, ils sont allés en D2, mais ils ont récupéré de la thune avant de partir. Ouais, tu repenses comme ça, tu te dis, bon, ça a récupéré de l'argent avant d'aller en deuxième division et ça n'a peut-être pas forcément investi parce que Rafinha, quand j'y repense, 70 millions, après ils ont fait Gnonto, je pense Tyler Adams était déjà là, oui, il était déjà là, ils ont rajouté l'autre, McKennie, ils ont essayé de faire quelques petits coups, tout ça, mais bon, ça n'a pas marché. Tu vois, c'est pas facile. Franchement, c'est pas simple. On va finir par le tocard. Pour moi, c'est le plus nul. Franchement, ça, j'ai pas compris. Ça, c'est pour me dire à quel point, moi, Brighton, il me pose problème. Parce que des fois, dans les négociations, personne ne comprend, en fait. Tu vois, Liverpool, jusqu'à présent, ils nous ont pas dit clairement, ils ont payé combien pour McAllister. Ils veulent pas nous dire. Parce que ça, Brighton, c'est dur. Chelsea, ils sont là sur Caicedo. Ça fait 6 mois. Avec nous aussi, on était là jusqu'à, on a laissé Caicedo. C'est difficile. Mitoma, personne n'ose discuter avec eux. Parce qu'on sait que si tu viens parler avec Mitoma, ils vont te parler de 80 millions, tu vas dire qu'ils sont fous, eux. Bref, 68 millions, Cucurella. Et je me rappelle que City était sur le coup, et à un moment donné, City s'est retiré, parce que c'était trop cher, en fait, tout simplement. City, je pense que, je sais pas, combien de millions, à 40 et quelques, ils ont dit, écoutez, nous, on n'est pas prêts à faire les fous, on s'arrête là. Chelsea, ils ont poussé 68 millions pour Cucurella, qui finalement a eu une saison compliquée, très compliquée pour lui. On va dire que Chelsea a eu une saison compliquée, on va voir ce que cette année, ça va donner. Peut-être que le nouveau coach va réussir à le faire jouer dans un système de jeu qui va lui aller beaucoup mieux. C'est dommage parce qu'à Brighton, il était très bon, il fonctionnait très bien, mais là, à Chelsea, ça a été difficile. Ouais, bah, je pense qu'on voit un peu peut-être avec Cucurella, même s'il est encore jeune et que, comme tu dis, cette année à Chelsea, c'est dur pour n'importe qui de montrer ses qualités, encore plus quand le système défensif il change constamment. Pour un gars qui, à la fin, tu sais même plus s'il est piston, latéral, défenseur central, il a été testé. Bref, très très dur. Mais c'est vrai qu'on voit peut-être les limites d'aller recruter dans les clubs qui performent super bien, qui fonctionnent très bien. Quand tu vas te nourrir à Brighton, à l'Atalanta, à Sassuolo à une époque, en vrai tu sais pas quel joueur tu prends exactement parce qu'il est dans un système qui le met tellement en valeur, tellement en lumière, où ça fonctionne tellement bien parce que l'équipe joue superbement, que demain dans ton collectif, peut-être ça va être un petit peu plus dur de l'insérer. Peut-être qu'il est déjà au maximum de son potentiel exploité là où toi tu le vois et que chez toi il va faire que régresser ou en tout cas il va pas rendre aussi bien. Je vais dire que pour l'instant c'est vrai que Cucurella, quand tu vois 68 millions d'euros, ça semblait déjà cher à l'époque, hein. Mais là le gros truc de la saison de Cucurella, genre l'exploit de la saison de Cucurella, c'est d'avoir relancé Ben Chilwell. En vrai c'est dramatique, mais c'est très très cher pour un gars qui est devenu ta seconde option, ou en tout cas pas ta première définitivement. Tu sais même pas vraiment le meilleur poste, son meilleur poste. Donc voilà, j'ai pas envie de trop me prononcer parce que j'aimerais voir ce que Pochettino veut en faire. Si tu installes un système plus clair, Chelsea ça peut que mieux fonctionner, et la réalité je pense qu'ils vont faire une bonne saison la saison prochaine. Maintenant ils ont commencé à vendre, comme on a dit, 250 millions d'euros de vente déjà sur ce mercato au 13 juillet. Donc ils ont entamé le projet dégraissage et avoir un effectif un petit peu plus clair. J'attends de voir, mais c'est vrai que non, ça tout à fait, tout à fait. Et ce qui est fou, c'est la manière à laquelle, effectivement, après, c'est toujours intéressant. On pourrait même en faire une autre vidéo un jour, c'est de voir comment est-ce que ces clubs-là ont réinvesti de l'argent. Parce que moi, je trouve ça intéressant de voir. C'est pour ça, Brighton, moi, ils sont dangereux parce que le même été, ils vont chercher Estupiñán. Et après, Estupiñán, il arrive en championnat et tout le monde est comme, ah tiens, on le veut. Il est intéressant, lui, tu vois. Et ils sont allés le chercher à Villarreal, tu vois. Et ils ont laissé Cucurella partir, ils sont allés chercher l'autre, etc. Donc, tu as ce renouvellement aussi de certains clubs qui est très pertinent. Et après, ils font une grosse saison alors que tu pensais que, Brighton. C'est pour ça, moi, quand les gens disent, ouais, ils ont perdu McAllister, ils ont perdu machin et tout ça, Brighton, moi, je m'inquiète pas pour eux parce que chaque année, ils perdent. Chaque année, ils perdent 1-2 joueurs, mais ils réussissent quand même à avoir un recrutement très pertinent. Donc, ouais, Cucurella a été bon là-bas, ça a été difficile, on va voir. Brighton, c'est vraiment fascinant parce qu'avec tous leurs jeunes gars là,
les Enciso, les petits qu'on découvre petit à petit, année après année. Et en même temps, dans leur effectif, il y a Lallana, maintenant il y a Milner, il y a Welbeck, et ils ont pris Dahoud aussi de Dortmund. Donc il y a des noms dont on entend parler depuis 10-15 ans maintenant, qui sont mélangés avec les tout petits jeunes intéressants. C'est très drôle comme constitution d'effectif, mais ça fonctionne très très bien. Bon, écoute, on est arrivé à la fin de cette liste-là. Finalement, on se rend compte que voilà, il n'y en a pas énormément qui ont vraiment réussi. La vérité, elle est là, tu vois, parce que pour faire un récapitulatif, Anthony, on a dit non. Darwin Nunez, on a dit peut mieux faire. Voilà, c'est vraiment peut mieux faire parce qu'il a été actif. Fofana, c'est non. Haaland, il passe en classe supérieure, il n'y a rien à dire. Lui, on peut même lui faire passer 2 classes supérieures. Lui il quitte la 6e pour la 4e et la 3e déjà. C'est mort là, laisse tomber. Lui, il passe son bac, il est dans tous les journaux parce que c'est le gars qui a passé son bac le plus rapidement de l'histoire. Un génie incompris, franchement. Casemiro, top, il n'y a rien à dire. Chouameni peut mieux faire parce que quand même, il a joué Coupe du Monde, tout ça, mais peut mieux faire. De Ligt, très bonne fin de saison, donc on espère qu'il va continuer là-dessus. Isaac, même chose que De Ligt, très bonne fin de saison. Deuxième partie de saison excellente. Rafinha doit mieux faire, en fait, même pas peut mieux faire, mais doit mieux faire, parce que contrairement à d'autres qui sont jeunes, 22, 23 ans, lui, il a déjà un âge de maturité normalement, de venir s'imposer et faire beaucoup mieux, donc doit mieux faire. Et Cucurella, à voir. Franchement, Cucurella, à voir. On va voir comment Pochettino va réussir à faire jouer le petit cette saison, une équipe de Chelsea très très jeune, donc du coup, il y a des places à prendre, donc j'ai hâte de voir ça. Un dernier mot? Écoute, très bien. Ce qu'on voit, c'est que évidemment les clubs misent sur du potentiel. Donc, quand il y a les grosses indemnités qui sont consenties, c'est parce que on attend de voir sur plus d'une saison. Mais malgré ça, dans ce top 10, il y a quand même un vieux briscard qui a montré que parfois poser quasiment 80-85 millions sur un gars de plus de 30 ans, ça pouvait payer. C'est Casemiro. Donc, au-delà de l'évidence Haaland, qui est évidemment le grand gagnant de ce top 10, ma distinction personnelle va à Casemiro. Tout à fait d'accord avec toi et j'ai hâte de le voir encore cette saison et j'ai hâte de voir ce mix-là au milieu de terrain, je sais pas, Casemiro, Bruno, Mason Mount, tout ça. J'ai hâte de voir, franchement, je dis, Ten Hag is cooking. Non, Ten Hag is cooking et je dis, c'est le 3 septembre, j'ai Manchester-Arsenal. Ça promet. Franchement, ça promet. Bon, la famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est le retour, donc sûrement dès la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Si vous avez des sujets à nous donner, n'hésitez pas en commentaire. On va peut-être s'en inspirer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.